Le service rythmologie cardiaque du CHU Grenoble peut désormais proposer à ses patients l'installation d'un stimulateur sans sonde à double chambre. Deux petites capsules invisibles qui viennent reproduire la contraction cardiaque. L'INSEE vient de rendre publique son enquête sur l'impact économique du ministère des Armées dans les territoires alpins. 22 000 personnes et 11 000 emplois dépendent de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Et puis le 41e Festival international d'Autran change de nom et revendique une évolution vers tous les arts. Sa directrice Anne Ferrer est là pour nous expliquer tout ça et nous donner quelques temps forts. Ça commence mardi. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 2 décembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ça chauffe à l'Assemblée nationale, mais sans député de la première circonscription de l'Isère. Depuis la démission d'Hugo Prévost en septembre, ça ne sera plus le cas en 2025 puisque son successeur sera bien désigné à l'issue des votes des 12 et 19 janvier. Le décret a été publié au journal officiel ce week-end. Il y avait 7 candidats jusqu'à présent, mais une 8e s'est déclarée ce lundi matin. Gaël Offrand-Piré pour Equinox, un parti écologiste inspiré par Jean-Marc Jancovici. En lice également Rémi Adam pour Lutte ouvrière, Nathalie Béranger pour les Républicains, Camille Galliard-Migné pour l'Union présidentielle, Hervé Gerby, indépendant centriste, Alexandre Lacroix, Ciotti RN, Ilyes Loufoque pour le Nouveau Front Populaire et enfin François-Rémy Perrier. Attention, si vous souhaitez vous prononcer sur ce scrutin mais que vous avez déménagé ou si c'est votre premier vote, il faut vous inscrire sur les listes électorales avant vendredi en mairie ou sur service-public.fr. De battre leur cœur, c'est relancer. Chaque année, entre 450 à 500 pacemakers sont implantés au CHU Grenoble-Alpes. Mais l'ère des stimulateurs cardiaques avec sonde touche à sa fin et l'établissement isérois est l'un des premiers en Europe à se lancer dans l'implantation à double implant, un dans l'oreillette et l'autre dans le ventricule. Les explications de Gaëtan Loiseau. Grenoble, toujours à la pointe de la technologie, et ce, même dans le milieu médical. Pour une première française hors études, un patient se fait poser un nouveau type de pacemaker au CHU. Maintenant, en fait, on a la possibilité d'implanter des stimulateurs sans sonde qu'on appelle double chambre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un stimulateur sans sonde dans l'oreillette, un stimulateur sans sonde vissé dans le ventricule, et les deux vont communiquer entre eux pour réaliser un synchronisme entre l'oreillette et le ventricule, et reproduire la contraction cardiaque physiologique. Une petite révolution car depuis 70 ans, les patients se font majoritairement implanter des stimulateurs complexes avec des sondes. Ce qui représente un boîtier au niveau de l'épaule et des sondes au niveau du cœur. Des dispositifs bien plus lourds et donc avec plus de risques de complications. Les maillons faibles de ce système, c'est les sondes, parce qu'elles peuvent se casser, elles peuvent s'infecter, et on peut penser qu'un patient relativement jeune va avoir un certain nombre de pacemakers dans sa vie, et que les sondes ne vont pas durer éternellement. Et ces sondes ont un certain nombre de complications, de risques, donc risque de rupture, risque d'infection également, et s'il y a une infection du boîtier, ça va se contaminer aux sondes et risquer d'entraîner des pathologies graves comme des endocardites. Les dispositifs sans sonde ont donc beaucoup d'avantages, notamment dans l'implantation qui est simplifiée. 45 minutes suffisent. On va le ressertir au cathéter pour pouvoir l'amener dans le cœur, dans l'oreillette. Un cathéter est placé au niveau du pli de l'aine où se situe la veine fémorale. Le chirurgien fait remonter la capsule par cette veine jusqu'au cœur. On teste les constantes pour vérifier qu'il est en bonne position et qu'il fonctionne bien. Un seul problème persiste avec ce dispositif, sa longévité qui ne dépasse pas 10 à 15 ans. Pour des patients jeunes comme celui-ci, il faudra sûrement plusieurs remplacements. Un modèle 2.0 est déjà en développement. Il s'approcherait d'une mini-centrale se rechargeant avec les battements du cœur, avec une durée de vie presque infinie. Et en France, environ 700 000 personnes sont porteuses de stimulateurs cardiaques. 3 anciens rugbymen du FCG, Denis Colson, Loïc Jam et Rory Grice, comparaissent depuis ce lundi devant la cour d'assises de Gironde. Il leur est reproché d'avoir violé une jeune femme de 20 ans rencontrée dans une boîte de nuit après le match de top 14 entre Grenoble et Bordeaux-Bègles. Les faits se seraient produits dans la nuit du 11 au 12 mars 2017, dans la suite 908 de l'hôtel occupé par les Grenoblois. Les joueurs ont reconnu une relation sexuelle avec l'étudiante, très ivre, mais consentante selon eux. Elle explique
s'être réveillés nus, entourés de plusieurs hommes également nus. Les joueurs risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. 2 autres ex-joueurs du FCG présents dans la chambre, Dylan Hayes et Christopher Farrell, comparaissent aussi pour non-empêchement de crime, punis de 5 ans d'emprisonnement. Le verdict est attendu le 13 décembre. Justice toujours, 2 jours après avoir été extradé du Portugal. Le suspect du meurtre de Lilian Dejean a été présenté à un juge d'instruction de Grenoble samedi matin, mis en examen et écroué. Abdoul Diallo est défendu par 2 avocats grenoblois, maître Grégoire de Petitville et Ronald de Gallo, selon lesquels leur client assume totalement sa responsabilité dans la mort de l'employé de la ville de Grenoble. Et puis le tribunal de Grenoble a condamné vendredi à 2 ans de prison, dont 1 ferme, 50 suivis socio-judiciaires et injonction de soins un homme de 29 ans qui s'était exhibé les 17 et 18 septembre dernier devant des fillettes de 7 et 8 ans dans les vestiaires de gymnase à Pont-de-Clé et Crolles. Le militaire basé à Vars leur avait également montré des vidéos pornographiques. Pendant le procès, ce père de 2 enfants n'a pas prononcé un mot et a même dû quitter la salle. Des images de pédopornographie ont été retrouvées dans son ordinateur et son téléphone portable. Lui a affirmé qu'il n'aurait jamais pensé un instant toucher les enfants qui étaient devant lui. 3400 personnes, moins une, donc sur 8300 habitants. À Vars, les militaires et leurs familles représentent 41% de la population, selon les derniers chiffres de l'INSEE. L'école des pupilles de l'air et quelques personnels à Grenoble complètent les effectifs en Isère. Des troupes qui se nourrissent vont à l'école ou chez le médecin. En tout, d'après l'INSEE, 8750 personnes dépendent de l'armée dans le département. C'est le 5e employeur public du département, derrière le CHU, l'université Grenoble-Alpes, le département de l'Isère et la ville de Grenoble. C'est une étude qui utilise plusieurs sources, autant des sources de données du recensement de la population, ainsi que des données plutôt du côté entreprise, afin de mieux estimer et de mieux comprendre précisément l'impact du ministère des Armées. Sur les principaux résultats de cette étude, on peut noter environ 11 000 emplois et 22 000 personnes qui vivent en partie par la présence militaire. On a des territoires qui sont plutôt ruraux et disons plus isolés, qui sont beaucoup plus affectés par la présence militaire, mais au sens positif. À savoir, à Vars-Allières-Hérissé, par exemple, on a 3400 militaires et leurs familles qui y résident. Et cela représente à peu près 4 habitants sur 10. Alors en fait, en permanence, on est en dialogue avec les autorités locales. Je vais vous citer un exemple assez emblématique de l'histoire de la brigade. C'est le transfert du 7e bataillon de chasseurs alpins, donc de Bourg-Saint-Maurice vers Vars. Eh bien, il y avait eu tout un travail amont avec les services de la préfecture, avec les services du rectorat, pour adapter l'offre locale en nombre de classes pour les enfants, en offre également de garde d'enfants. Donc ça, ce sont des travails de fond et qui sont intéressants de s'appuyer sur des bons chiffres. L'étude devra certainement être actualisée en raison de l'augmentation très significative du budget des ministères des Armées dans les années à venir. Le PGHM lance un appel à la prudence. Les secouristes de montagne sont intervenus à de nombreuses reprises ce week-end pour récupérer des randonneurs ou des trailers surpris par la neige fondue et regelée et sous-équipés pour les conditions actuelles. Le peloton de gendarmerie de haute montagne conseille de rester sur les versants sud et est. Et puis, chaussés de lourdes chaussures et de planches, environ 3000 personnes ont fait l'ouverture des 2 Alpes samedi. La station de Loisan qui inaugurait son nouveau téléphérique, le Gendry 3S, capable de relier le village au glacier en 17 minutes. Mais seulement 30% du domaine était accessible, comme à l'Alpe d'Huez, également ouverte depuis ce week-end. Après ce JT dans le Sport Express, Lucille Dailly reviendra sur quelques résultats du week-end, dont la très large victoire du FCG contre Colomiers, 65-19, qui permet à Grenoble de redevenir leader. Et puis la grande forme également des Brûleurs de Loup, vainqueurs 5-3 contre Cergy, avant un déplacement à Rouen mardi. La montagne autrement. Le coup d'envoi du 41e festival d'Autran sera donné mardi. On en parle avec la directrice Anne Ferrer. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner sur ce plateau. Ce rendez-vous s'appelait précédemment le Festival du film de montagne. Vous avez modifié en montagne, cinéma et culture. Pourquoi avoir changé de nom ? C'est une réflexion qu'on menait depuis plusieurs années. Elle n'est pas sortie du chapeau comme ça. C'est parce que c'est un festival qui, depuis plusieurs éditions maintenant, présente beaucoup plus que uniquement des films.
En fait, on a plusieurs formes artistiques qui sont présentées dans le festival, notamment les rencontres littéraires qui sont un gros volet du festival depuis 16 ans maintenant. Et puis, il y a des spectacles, il y a des concerts, il y a des débats, il y a beaucoup de choses. Et on se trouvait un petit peu étriqué en fait dans le nom du festival du film de montagne. Il y avait une incompréhension avec le public qui ne se rendait pas compte qu'effectivement, c'est en fait un festival pluridisciplinaire. Et nous, on aime bien justement aller chercher dans d'autres formes artistiques, même si le film reste notre cœur de programmation, hein, aller chercher du théâtre, de la danse, de la performance, du dessin. Et on se rend compte que la montagne fascine plein d'artistes, des photographes, tout ça, et qu'en fait, on ne les mettait pas à l'honneur dans le titre. Et voilà, c'est pour ça que cette année, on a fait le pas. On a gardé les mots importants, Autran et festival international, mais c'est vrai qu'on affirme un peu le côté de la culture aussi. Et puis ça permet aussi de créer des passerelles peut-être entre les gens qui se rencontrent. Vous vous êtes rendu compte et eux ils se rencontrent. Tout à fait. De toute façon, c'est un festival qui joue beaucoup de cette identité d'un village. On fait un maximum pour que les gens se croisent, se rencontrent. Il y a des professionnels, il y a des invités, il y a des artistes, il y a des auteurs. Voilà, il y a des gens qui viennent participer à des débats sur l'économie, sur la politique. Et tout ça, ça crée vraiment une sauce dans le village, en fait. Et le fait d'être en un espace comme ça, un peu géographiquement petit, permet, voilà, il y a ce centre du festival qui est à l'Escandie, où en fait tout le monde se mélange, tout le monde se rencontre. Et ça, c'est vraiment une patte particulière qu'on arrive à créer. Qu'on n'arrive pas à retrouver peut-être dans des festivals urbains. En tout cas, dans les festivals urbains, on est souvent très éclatés. On a du mal à savoir où sont les gens après les séances, on a du mal à se retrouver. Des fois, même en tant que professionnel, on veut rencontrer des gens, on ne les retrouve pas. Parce qu'il y a plein de restaurants, tout ça. Là, c'est vrai que il y a un lieu, il y a le village, mais il y a aussi l'Escandie, et ça permet forcément aux gens de se croiser. Ouais. Ouais, ça permet aussi aux animaux de se croiser, notamment sur les affiches. L'année dernière, vous nous aviez proposé un zèbre, et cette année, des flamants roses. Est-ce que toute la ménagerie va y passer? C'est un pur hasard de création graphique. Non, c'est vrai que il y a une petite répétition animale, mais ça ne sera pas une habitude, je vous le garantis. Après, on aime bien s'amuser quand même à Autran. C'est vrai qu'on prend un peu... voilà, c'est le thème s'excentrer cette année. Et nous, ce pas de côté, on l'aime bien. Alors, il y a 3 personnages sur l'affiche. Il y a aussi une plongeuse qui s'extrait avec envie comme ça d'une tornade. Et il y a quelqu'un qui s'échappe par une échelle en haut. Et puis il y a ce flamant rose. Juste le flamant rose, c'est vrai que déjà c'est un animal élégant et beau et original. Et donc c'est aussi le thème de notre édition. Et puis c'est l'animal qui symbolise le collectif, le faire ensemble. Et ça nous parle beaucoup sur ce festival. C'est 150 bénévoles qui s'activent là en ce moment pour le lancement qui est mercredi. Vous m'avez ôté une journée de préparation. Il va falloir que j'y mette. Je vous en veux beaucoup. Et voilà, c'est vraiment une énergie collective. Ce festival, il est porté par plein de forces comme ça. Et du coup, le flamant rose nous parlait bien. Alors le programme est encore une fois très riche cette année. C'est difficile évidemment de choisir quelques moments, mais vous, si vous pourriez nous recommander quelques temps forts. Je ne pourrais pas vous en citer effectivement parce que on a travaillé une programmation qu'on aime vraiment sous tout ce qu'elle va présenter, des films, des spectacles, des concerts. Il y a le concert de Rodolphe Burger. Il y a un concert de Rodolphe Burger qui va être un moment vraiment inédit. C'est une proposition qui ne va pas faire beaucoup, qui est sur un personnage qu'on a pu retrouver au fil de ses albums, qui s'appelle Lenz. Et du coup, ça sera pas un concert de Rodolphe Burger, mais ça sera une performance qui mélangera du texte, de la vidéo et du chant et de la musique évidemment. Et ça, on est hyper fiers de l'accueillir parce que c'est quelqu'un qui est audacieux de venir dans notre festival. Il aime beaucoup les défis comme ça, Rodolphe Burger. Et c'est vrai que pour nous, ça va être un moment assez exceptionnel, sans doute un peu suspendu. Mais c'est vrai qu'il y a du théâtre, il y a des rencontres, il y a du dessin. Il y a même de la course pour les sportifs. Et il y a de la course le samedi matin. Il y a toujours le trail. Voilà, tout à fait. Le samedi matin, il y a 700 coureurs qui prendront le départ. A priori, pas dans la neige cette année. Non, peut-être pas tout de suite. On patientera pour la neige. Merci beaucoup, Anne Ferrer. Décembre, c'est le mois des bulles. En attendant de sabler le champagne, ce sont les bulles de la Bastille qui se mettent à l'heure du mois de l'accessibilité. Mardi, qui sera aussi journée internationale des personnes en situation de handicap. L'accès au téléphérique sera gratuit toute la journée pour les personnes dans cette situation et une personne accompagnatrice. Pour en bénéficier, il suffit de présenter un justificatif en cours de validité.
Pensée locale, à côté du grand marché de Noël de Grenoble, des petites communes font aussi vivre leur territoire en organisant leur marché à l'approche des fêtes, comme Notre-Dame de Lauzier, près de Vinay, berceau du lieu d'accueil et d'insertion terreaux locaux. Mardi, à partir de 16h, une trentaine d'exposants seront présents au jardin de Bon Rencontre avec tout ce qu'il faut pour garnir le pied des sapins et les tables de fête avec aussi de nombreuses animations. Showtime à la MC de Grenoble. Il reste quelques places pour aller découvrir la version cuivre de West Side Story mardi et mercredi soir. The Amazing Keystone Big Band transpose dans une version jazz débridée l'une des comédies musicales les plus connues au monde, avec l'interprétation bouillonnante de Naïma Naouri dans le rôle de Maria et Pablo Campos, celui de Tony. L'ensemble, qui a remporté une victoire de la musique en 2018, a également joué aux côtés de Quincy Jones ou Ibrahim Malouf. La musique dans la peau, la Source de Fontaine accueille mardi soir De Laurentiis, une artiste de musique électro qui visualise spontanément des formes et des couleurs lorsqu'elle entend ou compose de la musique. Un phénomène de synesthésie qu'elle proposera de faire vivre aux spectateurs en live, un concert immersif et inclusif puisque des gilets vibrants seront mis à disposition des personnes sourdes et malentendantes pour leur permettre de ressentir la musique. C'est la fin de ce JT. Dans quelques secondes, la météo. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.